Donc on attaque la 4e et dernière demi-journée de ce colloque qu'on a énormément de plaisir à vivre avec vous et à... Bon voilà, on en voit le bout, mais c'est un peu à regret. Donc on a choisi pour ce dernier panel de prendre notre titre, donc Chemin de traverse, de façon absolument pas imagée et très littérale. Mais peut-être est-ce là la plus grande gageure. Il va s'agir pour nous cet après-midi de trouver de véritables chemins de traverse au sens propre et plus largement des non-lieux, des espaces en marge et des itinéraires bis en tant qu'ils sont à la fois au centre de la fiction et qu'ils la structurent. Donc on va parler de géographie alternative qui permettent de construire des fictions qui sont elles-mêmes en marge, soit qu'elles s'inscrivent dans des genres qui sont non canoniques, on en a déjà pas mal parlé, soit qu'elles s'adressent à des publics particuliers. Ce qui est intéressant, ce qui nous a semblé intéressant, c'est la manière dont ces représentations spatiales de travers vont informer la réalité qu'elles représentent en donnant une existence à ce qui demeurait inaperçu ou en présentant une version problématisée ou problématique. En tout cas, c'est des fictions qui nous invitent à repenser nos rapports à ces espaces qui sont représentés. Et on vous propose donc pour cet après-midi de sortir de la ville pour arpenter les routes de campagne en compagnie de Constance Barbaresco. Et puis aussi d'aller dans les abords les moins reluisants de la ville, les terrains vagues qui l'abordent avec Geneviève Dragon. Mais on abordera aussi des rivages où la fiction élabore ses propres règles géographiques, soit qu'elle reconstruise dans l'imaginaire audiovisuel des villes réelles, et ça sera avec Pierre Delmat, ou alors qu'elle relie enfance et vieillesse lors d'une fugue provençale avec Julie Saint-Hillier. Sans transition donc. On attaque avec Constance Barbaresco. Et on va, après avoir voyagé en Martinique, notamment ce matin, revenir en des terres un petit peu plus locales et un petit peu plus parisiennes ou circum-parisiennes, puisqu'on va parler Constance va nous parler de ces lieux que l'on nomme, en adoptant une perspective urbano-centrée et même parisiano-centrée, la périphérie, les banlieues et les campagnes. Donc pour la présenter rapidement, Constance Barbaresco est doctorante à l'École des hautes études en sciences sociales, le HESS de son petit nom, dans le labo du CRAL, qui est le centre de recherche sur les arts et le langage, sous la direction de Philippe Roussin. Son travail de thèse consiste à proposer une histoire littéraire du pavillon en banlieue parisienne, du début du XIXe siècle à la fin de l'entre-deux-guerres. Donc Constance propose de considérer le pavillon d'une part comme un habitat et un lieu d'écriture, et d'autre part comme un motif littéraire qui permet d'explorer un certain rapport au monde, à la ville et aux espaces qui l'entourent. Elle fait partie d'un groupe de recherche sur Paul de Kock, organisé par Judith Lioncan, et donc c'est bien autour de Paul de Kock que son intervention va s'articuler, donc à propos de la partie de campagne chez Paul de Kock. L'enfant de ma femme, Georgette, mon voisin Raymond, Monsieur Dupont, frère Jacques, Gustave le mauvais sujet, sœur Anne, la laitière de Montfermeil, je m'arrête là. J'imagine que ces titres de romans ne disent rien à beaucoup d'entre vous. Ils ont été écrits par Paul de Kock, un des auteurs français les plus prolixes du XIXe siècle. Sa production littéraire diversifiée s'étend de 1813, date de son premier roman La Bouche enfant de ma femme, et la fin des années 1860, et se compose de vaudevilles, mélodrames, drames, scènes comiques, contes, nouvelles, romans, tableaux de Paris, esquisses de mœurs, et également des chansons. À la différence d'auteurs comme Balzac, Eugène Sue, Dumas et George Sand, il n'a jamais eu besoin d'avoir recours au roman feuilleton pour gagner sa vie. En pleine époque romantique, Paul de Kock est très en vogue en France, mais il connaît aussi beaucoup de traductions et d'adaptations à l'étranger, notamment en Angleterre et en Russie, mais il a la réputation d'être populaire. Méprisé par la sphère cultivée de l'époque, il est considéré comme l'auteur des concierges et des portières, des blanchisseuses, des grisettes et des étudiants. Ces romans ont donc été vite oubliés, rangés loin des chefs-d'œuvre d'anthologie et ont disparu de la surface des études littéraires.
Le succès de Paul de Kock auprès du public vient d'une sorte de standard qu'il a mis en place et reproduit d'un roman à l'autre. Ses héros sont majoritairement des petits bourgeois, épiciers, plumassiers, employés ou jeunes rentiers, ou bien des paysans aisés. Et il construit ses récits à partir de problèmes du quotidien qu'il rencontre. Donc des histoires de mariage forcé, de couples qui s'ennuient et d'adultère. Il met en scène ses personnages dans leurs divertissements, des repas, des bals, des soirées dans les maisons bourgeoises, et les intrigues se déroulent entre Paris et ses environs, où vont se distraire les personnages. C'est à ces divertissements des bourgeois, qualifiés de parties de campagne dans les villages qui environnent la capitale, que je vais m'intéresser ici, en me posant les questions suivantes. Quel itinéraire dans les environs de Paris Paul de Kock propose-t-il au lecteur lorsque les personnages vont faire leur partie de campagne? Quel type de liberté, voire de transgression, ces parties de campagne permettent-elles? Et enfin, dans quelle mesure ces épisodes de roman se rapprochent-ils des guides dans les environs de Paris? Alors tout d'abord, la partie de campagne est une pratique sociale qui se développe à partir du début du XIXe siècle. Et Julia Sergaud, historienne des pratiques sociales et culturelles, la définit comme une journée que les Parisiens, les citadins qui ne possèdent pas de résidence secondaire, passent hors de la ville, entre amis ou en famille, dans le but de se reposer ou de se divertir à la belle saison. Il s'agit donc d'une pratique récréative de la banlieue, codifiée au sens où elle se déroule le printemps, le dimanche ou pendant les jours de fête. Paul de Kock s'est emparé de cette pratique sociale en l'intégrant dans ses romans. Il en fait un épisode exceptionnel pour ses héros bourgeois, notamment dans Monsieur Dupont, paru en 1824, et dans La Pucelle de Belleville, paru en 1834. Monsieur Dupont s'ouvre par un déjeuner sur l'herbe des bourgeois de Paris dans le bois de Romainville. Ils sont rassemblés pour la Saint-Eustache, qui est la fête de Monsieur Moutonnet, un riche passementier de la rue Saint-Martin, et il est avec sa femme Barbe, sa fille Eugénie et son vieux commis Bidois. Les Moutonnets ont invité Monsieur et Madame Bernard, tabletiers de la rue Saint-Denis, avec leur fille Mimi et leur petit commis Estelle. Il y a le riche épicier Monsieur Dupont, Monsieur et Madame Gérard, des parfumeurs de la rue Saint-Denis, et enfin Adolphe Dalmont, commis dans un magasin de nouveautés, qui est amoureux d'Eugénie Moutonnet. Ce déjeuner sur l'herbe permet à Paul de Kock de faire le portrait de ces bourgeois, et les chapitres suivants, 2 à 5, effectuent un retour en arrière. Il détaille alors toutes les étapes de la partie de campagne, d'abord les préparatifs de la journée par Madame Moutonnet, donc le choix des invités, la préparation des provisions pour le déjeuner sur l'herbe, puis le trajet de cette société le dimanche matin à pied de la rue Saint-Martin jusqu'au bois de Romainville. Et enfin, Paul de Kock fait le récit des activités donc de cette partie de campagne, les jeux dans la nature, le déjeuner et enfin le bal champêtre. La Pucelle de Belleville comporte aussi une partie de campagne organisée par les troupeaux, qui sont d'anciens marchands de duvet, pour la fête de leur fille Virginie. On retrouve un schéma narratif similaire à celui de Monsieur Dupont, qui consiste donc à présenter la première étape de cette partie de campagne avec les préparatifs de la journée. Là encore, le choix du restaurant où vont déjeuner les bourgeois, le choix des invités. Donc les troupeaux seront accompagnés des Vaudoré, qui sont d'anciens marchands, avec leur fille Adrienne et leur neveu Gaudibert. Il y aura Monsieur Tyr, un ancien employé de bureau, avec ses 2 enfants nommés Pétard et Poudrette. Alors, le jour de la fête de Virginie, la société va déjeuner à l'Île d'Amour, un restaurant à Belleville, et ensuite loue des ânes et des chevaux pour se promener au bois de Romainville. Alors, je précisais que la partie de campagne incarne pour les bourgeois de ces romans un moment rare de liberté. Elle ne se produit qu'une fois dans l'année et rompt avec un quotidien monotone. Dans Monsieur Dupont, Paul de Kock précise au lecteur que les Moutonnets et leurs amis ont une vie régulière et qu'ils ne quittent jamais leur boutique, sauf quelques dimanches pour s'accorder une promenade au jardin des Tuileries. Dans la Pucelle de Belleville également, les bourgeois retirés des affaires mènent une vie réglée, ennuyeuse à Belleville, et leur seul divertissement consiste à s'inviter le soir entre voisins pour jouer aux cartes. Il s'agit alors de se demander quelle forme de liberté, de transgression les environs de Paris
et plus particulièrement le bois de Romainville, peuvent-ils offrir à ces bourgeois? J'en viens donc à mon deuxième point. Dans ces deux romans, la partie de campagne va être l'occasion pour certains personnages de prendre plusieurs libertés. La première consiste à abandonner les cérémonies et les étiquettes, à se défaire des règles de savoir-vivre que l'on doit respecter dans la capitale. Dans Monsieur Dupont, donc les bourgeois se rendent à pied à Romainville. Au départ, ils marchent deux par deux, se tiennent par le bras et conservent une marche réglée tant qu'ils sont dans Paris. En haut du faubourg du Temple, ils commencent à rire, à se rapprocher, mais la débandade commence lorsqu'ils ont franchi la barrière du Temple. Grisés de respirer l'air frais, ils se séparent et courent dans les champs de Belleville. Certains commencent même quelques jeux grivois. Monsieur Bernard se met à ressembler à un cheval échappé. Il fait courir et sauter Madame Moutonnet et prévient les dames, je cite, qu'il va leur faire voir la feuille à l'envers. Madame Bernard pousse son petit commis Estève à faire des folies, et le parfumeur Monsieur Gérard, lui, paraît assez animé et plus louche qu'à l'ordinaire. Il marche à l'écart avec Mademoiselle Mimi et la pousse derrière un gros buisson. Là, il lui saisit, entre guillemets, quelque chose, que la jeune fille se laisse pincer, car elle croit que ce n'est qu'un jeu. Mais le bois de Romainville promet de plus grandes libertés. Ses bosquets touffus et ses sentiers écartés permettent de se cacher du regard des autres. Dans Monsieur Dupont, les bourgeois font une partie de cache-cache dans le bois. Certains personnages en profitent pour se livrer à des petits jeux érotiques. Monsieur Gérard entraîne Mimi, là encore, derrière un épais buisson, et quand Dupont le découvre, il est assis, là encore, entre guillemets, tout contre Mademoiselle Mimi, qui était même couchée sur le gazon. Le tabletier, Monsieur Bernard, ne voit plus sa femme et pense qu'elle fait des espiègleries à l'extrémité du bois avec son commis. En effet, la tabletière reparaît au bout de quelque temps, et alors je cite, « Elle est encore plus rouge qu'à l'ordinaire, et le petit Estève a les yeux qui lui sortent de la tête. » Fin de la citation, et tout le monde est étonné car son visage est étrangement bouffi. La tabletière répond que c'est parce qu'il a trop cueilli de fraises dans le bois, mais tout le monde sait bien sûr qu'il n'y a pas de fraises dans le bois de Romainville. Alors les jeunes amoureux, Eugénie Moutonnet et le commis Adolphe, ont profité du cache-cache pour échapper à la surveillance des adultes. Ils s'enfoncent dans la partie la plus épaisse du bois et se cachent derrière des buissons. Les jeunes amants peuvent alors s'avouer librement leur amour. Adolphe couvre la main d'Eugénie de baisers. Il s'apprête à lui dérober un baiser sur la bouche quand il est interrompu par la voix de Monsieur Dupont. Alors dans la pucelle de Belleville, la partie de campagne au bois de Romainville est aussi l'occasion de se livrer à ce type de petits jeux interdits. Les anciens marchands louent des ânes et des chevaux pour une promenade dans le bois. Virginie et Gaudibert prennent un cheval et Adrienne, elle, choisit un âne. Alors là, je veux signaler que les deux jeunes filles, en fait, pendant l'histoire de la pucelle de Belleville, cherchent à séduire tous les jeunes garçons qui passent dans Belleville. Et à ce moment du récit, Adrienne est amoureuse de Gaudibert, mais lui a déjà des vues sur Virginie. Donc en fait, pour elle, la partie de campagne, ça va être l'occasion d'essayer de se retrouver seule avec lui pour le faire succomber à leur charme. Mais sur leurs chevaux, Virginie et Gaudibert s'aiment Adrienne et le reste de la compagnie. Ils galopent, entrent dans le bois, parcourent plusieurs fois les petites allées qui se croisent pour revenir au carrefour qui est situé près de la maison du garde. Au bout d'une des allées, ils empruntent un chemin de sable jaune qui descend jusqu'à un point de vue où l'on découvre Paris. Ils descendent alors de cheval et prennent une autre allée qui entre dans le bois, mais pas une allée qui conduit au carrefour. Celle-ci est plus solitaire, plus sombre, elle côtoie le bas du bois et l'on y rencontre rarement du monde. C'est une allée, je cite, qui semble faite pour les tendres déclarations. Au lieu de suivre l'allée, Gaudibert s'enfonce dans un fourré avec la jeune fille et ne s'arrête que dans un endroit touffu, là encore selon les mots de l'auteur. Là, il peut déclarer sa flamme à Virginie, mais surtout en profiter pour lui serrer la main, puis le bras, et le cuirassier y va alors très sérieusement et lui prend un baiser. Il s'apprête à lui prendre autre chose quand il entend du bruit dans le feuillage. En fait, ils sont surpris par Adrienne et son âne. Alors,
Les bourgeois de ces romans ne sont pas les seuls à chercher les coins écartés, les endroits touffus du bois de Romainville, à dévier des allées tracées qui mènent au carrefour pour emprunter des sentiers plus sombres. Ils sont aussi fréquentés par de vieux libertins de Paris, dont M. Dupont, qui s'y promène à pas de loup, ou encore, dans la pucelle de Belleville, Virginie et Gaudibert croisent dans le chemin de sable un couple qui empeste le vin et l'eau de vie et qui cherche, alors là, selon leur expression, le chemin des fornications aux environs de Paris. Je me suis alors demandé si ces agréments qu'offre le bois de Romainville, les jeux érotiques, le chemin des fornications, étaient une invention romanesque de la part de l'auteur, ou bien si cela pouvait faire partie de cette pratique sociale qu'est la partie de campagne. Pour cela, j'ai pris la référentialité au sérieux, c'est-à-dire que je me suis amusée à chercher ce qui est mentionné à propos du bois de Romainville dans les guides itinéraires, promeneurs, conducteurs dans les environs de Paris, parus dès le début du XIXe siècle. J'en viens donc à mon troisième point, qui concerne la porosité de la frontière entre les romans et le genre des guides ou itinéraires aux environs de Paris. Je veux signaler tout d'abord qu'il existe deux veines littéraires dans le genre du guide, selon l'historien Gilles Chabot, celle des antiquités qui livrent des éloges de la cité, et celle qui se préoccupe du repérage du lecteur. Et c'est à cette seconde catégorie que je me suis intéressée, donc celle qui oriente le lecteur dans les environs de la capitale. Ce guide qui détaille les activités qu'on trouve dans les villages qui environnent la ville, c'est-à-dire qui donne des détails sur les jours de fête, les bals champêtres, les lieux de promenade, les restaurants et guinguettes, et qui s'adresse directement aux Parisiens qui veulent se rafraîchir et se reposer des labeurs de la semaine dans les environs de Paris, dans des sites champêtres, mais qui s'adresse aussi à l'étranger ou aux provinciales en visite à Paris. La fonction de ce type de guide est doublement utilitaire, car elle consiste à renseigner le lecteur, mais aussi à l'avertir des pièges que peuvent lui tendre son inexpérience. Alors, dans les différents guides que j'ai trouvés, le village de Romainville n'est évoqué que pour son bois. Celui-ci serait célèbre pour son charme et attirerait une foule de Parisiens à la belle saison. Dans le moderne conducteur aux environs de Paris de M.D. Géographe paru en 1826, ce bois enchanteur est célèbre pour les amours dont il est le théâtre. Au printemps, il est rempli de couples heureux qui ne parlent que du bonheur de s'aimer. Mais un autre guide précise ce qui attire le plus les Parisiens dans ce bois. Dans le nouveau conducteur ou guide de l'étranger aux environs de Paris, lui aussi paru en 1826, Constant Taillard renseigne ses lecteurs sur les parties de plaisir qui, je cite, se multiplient à l'envi et sans interruption sur ce site. Et elles vont de la plus galante à la plus respectable. Taillard livre alors un détail sur le bois. Certes, il n'est pas très étendu, mais, selon son expression, il est beau et touffu. Et par conséquent, là encore selon son expression, tout à fait propre aux amours. Ainsi, ce guide donne des renseignements qui peuvent être utiles à des amants qui chercheraient des endroits solitaires dans les environs de Paris et conseillerait les coins touffus du bois de Romainville. La fonction utilitaire de ce guide est présente dans Monsieur Dupont. Lorsque la société bourgeoise court et saute dans les champs, Eugénie et Adolphe souhaiteraient se parler à l'écart, mais hésitent à s'éloigner. Paul de Kock interrompt la pensée des personnages, et sa manière de s'adresser à eux se rapproche, à mon avis, de la rhétorique du guide. Il conseille à Eugénie et Adolphe d'attendre d'avoir pénétré dans le bois pour se retirer, et je cite là le passage de Paul de Kock. « Pauvres amants, vous brûlez de vous faire de doux aveux. La crainte vous retient encore. Patience, vous voilà au bois de Romainville, et j'ai dans l'idée que c'est là que vous achèverez de vous entendre. Au milieu du bruit des petits jeux, du désordre de la fête, il est impossible que vous ne trouviez pas l'occasion de vous rapprocher. Le site vous sera favorable. Oui, c'est un bien joli endroit que le bois de Romainville, c'est dommage pourtant qu'il ne soit pas plus épais. Mais il faut se contenter de ce qu'on a. D'ailleurs, je suis bien persuadée que les petites fillettes, les grisettes, les villageoises et les belles dames de Paris n'y vont jamais dans l'intention de chercher des bosquets touffus et les endroits écartés. L'autre fonction dont on partage le guide et le roman repose sur l'avertissement au lecteur des menaces qui le guettent. Et dans ce cas, il s'agit surtout d'avertir les jeunes filles
des dangers qu'elles encourent dans le bois de Romainville. Alors, dans son nouveau conducteur au guide de l'étranger aux environs de Paris, Taillard indique au lecteur que de tous les bois d'Europe, c'est dans celui de Romainville qu'il se commet le plus de péchés mortels. Il invite son lecteur à se souvenir d'une chanson dont je cite les paroles « Qu'on est heureux, qu'on est content, tranquille à Romainville. Ce bois charmant pour les amants offre mille agréments. De la nature entière on s'instruit promptement. L'un regarde la terre, l'autre le firmament. » Enfin, la petite chanson. Alors, Constant Taillard appelle les jeunes filles à la prudence, à éviter ce genre d'instruction sur la nature. Je cite « Jeunes filles innocentes et modestes, défiez-vous de ce genre d'études. Mieux vaut 100 fois pour vous la méthode des ignorantins qu'un tel enseignement mutuel. » Alors, dans La Pucelle de Belleville, l'auteur ne fait pas directement ce genre de prescription à ses personnages, mais c'est par la fiction que le lecteur voit ce qu'il en coûte à une jeune fille d'être surprise dans un fourré touffu avec un homme. Je reviens au moment où Virginie et le cuirassier sont surpris par Adrienne et son âme. Virginie, honteuse, s'enfuit avec l'animal et Adrienne reste avec son cousin. Inquiet de ne pas la voir revenir, donc les bourgeois se mettent à sa recherche, et derrière un épais buisson, Vaudoré, l'oncle d'Adrienne et les autres hommes l'aperçoivent assise sur l'herbe, tandis que Gaudibert essaie de l'embrasser. Alors tout cela est en réalité très innocent, car Adrienne n'a fait que pleurer depuis le départ de Virginie, et le cuirassier voulait seulement la consoler en fait par un baiser. Mais les bourgeois sont scandalisés. Pour eux, Adrienne pleure car elle est coupable d'avoir commis quelques péchés avec son cousin, et après cette promenade au bois de Romainville, la jeune fille aura très mauvaise réputation. Les rumeurs vont circuler à son sujet dans Belleville. Elle va être qualifiée de fille légère, indécente, qui se cache avec des hommes dans les taillis du bois. Les parents de Virginie la verront comme une effrontée et une perverse et ne voudront plus que sa fille l'approche. Alors j'en viens à ma conclusion. À travers ces parties de campagne, Paul de Kock propose un itinéraire dans le bois de Romainville, dans ses sentiers écartés, dans ses fourrés et dans ses taillis touffus. Ces coins solitaires, éloignés des allées où l'on rencontre du monde, constituent le véritable but des excursions dans les environs de Paris pour ces bourgeois. La comparaison que j'ai amorcée entre les guides des environs de Paris et les romans permet de montrer que ces libertés et transgressions par les Parisiens ne sont pas une spécificité romanesque ni une invention fictionnelle du coup, de Paul de Kock. Mais on peut s'interroger sur ce qui fait du coup la spécificité du roman par rapport au guide. Et j'ai l'impression que cette particularité vient du traitement humoristique des parties de campagne par Paul de Kock, car les scènes où les amants s'avouent leur amour, où le garçon devient entreprenant, ou bien où les vieux bourgeois se couchent derrière un buisson avec les jeunes filles, sont écrites de manière comique. Les bourgeois sont toujours surpris, interrompus dans leur élan par un autre personnage. Ainsi, l'érotisme est désamorcé par le rire et la grivoiserie. Et enfin, si j'ai encore quelques choses. Et oui, là, c'était... En fait, je voulais terminer un peu sur une question ouverte, qui est liée à cette comparaison entre le guide et le roman. Parce que j'ai l'impression que ça fait aussi réfléchir sur le rapport entre une pratique exercée dans un lieu et les différents types d'écrits qui s'en emparent. Le bois de Romainville, à l'époque de Paul de Kock, semble être un lieu qui fait écrire. Il engendre des écrits comme des épisodes de romans, des renseignements et avertissements dans les guides, la chanson qui est du coup intégrée dans le guide. Et là, je ne l'ai pas dit, mais Paul de Kock a écrit aussi dans les tableaux de Paris. Donc même dans les tableaux parisiens, on a cette présence du lieu. Alors je pense qu'on peut aussi interroger sur l'effet de boucle qu'il peut y avoir entre ces pratiques qui se déroulent dans le bois comme les péchés, les jeux érotiques et ces écrits. En effet, ces écrits se baseraient sur une pratique qui existe, mais qu'est-ce qu'après le lecteur fait, justement, quel est son usage après avoir lu ces écrits? C'est-à-dire, on peut se demander si après leur lecture, finalement, ils vont eux aussi dans le bois de Romainville pour essayer ces bosquets touffus. Merci de votre attention.
Merci beaucoup Constance Barbaresco pour ce petit voyage en banlieue parisienne dans les bosquets touffus. On va passer aux questions. On a une dizaine de minutes pour pouvoir approfondir, aller un petit peu plus loin sur ces chemins de travers. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance ? Merci. J'avais une question en fait sur le point de vue du narrateur ou de l'auteur. On n'est pas assez bien pour savoir si on peut distinguer les deux dans les romans que tu as cités, M. Dupont et La Pucelle de Belleville. Est-ce qu'il y a simplement une satire, une condamnation morale quelconque ou juste un avertissement social, en effet des risques encourus je ne sais pas, avec peut-être une réflexion aussi des risques encourus par la jeune fille ou le garçon qui évidemment ne sont pas les mêmes. Donc voilà, cette question d'un éventuel propos moral ou immoral. Je réfléchis. Mais je ne sais pas si en fait c'est si facile justement avec Paul de Kock de se dire qu'il y aurait que son récit présente les choses immorales ou morales, du coup qu'il y aurait un enseignement par exemple du lecteur attiré de ces histoires, parce que j'ai l'impression que ce qu'il veut c'est surtout faire rire justement des mœurs de l'époque ou du comportement des bourgeois de l'époque, et de ce point de vue-là, en fait, ces récits sont assez légers. Il n'y a pas de condamnation, disons. Et la satire n'est pas faite non plus pour qu'il y ait un changement dans l'ordre social, dans leur morale, en fait. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Il y a une autre question là-bas. Je te fais courir. C'est très bien. Constance, je triche un peu en posant des questions puisqu'on a travaillé dessus ensemble. Peut-être juste pour rebondir sur la question de Marie-Agathe, il y a quand même la préface du Cocu, qui est le seul texte où il s'exprime sur cette question morale, alors que dans la totalité de ses romans, en fait, il me semble que dans ceux que j'avais lus, en tout cas l'interprétation est totalement laissée libre sur la question morale, et que tout à coup il y a quand même un moment mort dans cette préface, un moment où il se dit il faut absolument que j'explique que en fait je veux faire une œuvre morale et qu'il ne faut pas me condamner. Mais bref, du coup moi j'avais juste une belle question chronologique, parce que est-ce que c'est vraiment un motif récurrent dès le début, cette partie de campagne? Est-ce qu'il y en a dans presque tous les romans, ou est-ce que c'est vraiment juste les deux principaux que tu as utilisés? Alors, j'ai pas lu le tout premier, là, L'Enfant de la Famille. J'ai pas tout lu non plus, mais c'est vraiment quelque chose de récurrent, oui. Là, j'ai parlé que de ces deux-là parce que c'était vraiment, je veux dire, le plus parlant avec le thème, en lien avec le thème du colloque. Mais il y en a dans La Litière de Montfermeil, il y en a dans Gustave le Mauvais Sujet, si je me souviens bien. Donc c'est présent quand même dans beaucoup, même dans, comment il s'appelle, dans Frère Jacques aussi. Ils vont à Villeneuve-Saint-Georges, les personnages pour la journée. Donc c'est quand même assez présent, et c'est présent aussi justement dans ces tableaux de Paris, même dans ces nouvelles aussi. Dans certaines nouvelles, comme ça, surtout celles sur le chemin de fer, sur l'arrivée du chemin de fer dans Paris, enfin c'est tout le temps lié à la partie de campagne. Les Parisiens vont l'utiliser pour faire leur partie de campagne. Donc elle est tout le temps présente dans ce que j'ai lu en tout cas. Oui, bonjour, merci beaucoup pour votre communication. Oui. Alors, je suis désolé par avance, ça va être une question très myope parce que je ne connais pas du tout Paul de Kock. Mais je voulais vous demander, est-ce que c'est une particularité de son traitement du motif de la partie de campagne, cette érotisation maximale? Parce que moi, la seule partie de campagne qui me revient, c'est celle de la famille Arnoux dans l'éducation sentimentale, qui est quand même beaucoup plus sage, centrée autour de l'enfant, du petit bébé,
Est-ce que c'est quelque chose qui est propre à Paul de Kock, ou alors est-ce qu'il y a une évolution Est-ce que c'est un peu tributaire des fêtes galantes du XVIIIe, et puis ensuite, quand le Second Empire arrive, on a quelque chose qui devient beaucoup plus sage et beaucoup plus moral? Alors, j'ai pas trouvé justement avant lui s'il y avait comme ça des parties de campagne dans les romans. Ça, j'ai pas eu le temps de faire ce travail-là. Mais sur la question de l'érotisme, non, il y a certaines parties où il n'y a aucune mention de ce motif érotique. Mais j'ai remarqué que c'était aussi présent quand même, là c'est pas dans le bois, mais dans les restaurants. C'est-à-dire il y a beaucoup de pratiques comme ça érotiques dans les cabinets particuliers de restaurants aussi. Ça, c'est un autre aspect intéressant. Mais pour ce lien entre partie de campagne et érotisme, en revanche, j'ai trouvé que dans un almanach gourmand, donc un almanach gastronomique, daté, je ne sais plus, entre 1803 et 1812, il y a une partie comme ça, sur une partie qui s'appelle partie de campagne, et en fait qui décrit exactement toutes les étapes qui sont après chez Paul de Kock. Et il y a déjà aussi cette mention de l'érotisme en disant voilà, les Parisiens ils vont pour leurs petits jeux érotiques. Donc là je pense qu'il faut même chercher carrément dans d'autres types d'écrits même ce genre de choses. Merci, je crois qu'on a encore 2 questions, puis on va peut-être après passer à la suite. Alors moi la partie de campagne en fait ça me faisait surtout penser à Maupassant et il se passe des choses quoi. Mais non, bah, vous disiez qu'il se moquait des bourgeois, mais alors du coup qui est-ce qui lit Paul de Kock? Parce que vous avez dit que c'était aussi un auteur à succès. Vu comment il doit être méprisé, je suppose que c'est pas les aristocrates, et du coup c'est les bourgeois qui sont dans une forme d'autodérision, ou c'est vraiment populaire de. Enfin, voilà, je posais la question dans la réception, qui lit Paul de Kock? À part vous. Mais c'est juste pour cette question du mépris qu'il a reçu à l'époque, ça aussi c'est assez contradictoire parce qu'il y a beaucoup d'écrivains de l'époque qui l'ont lu quand même et qui l'ont aimé, mais certains avaient honte d'avouer qu'ils avaient aimé. Après, vraiment pour la question du lectorat normal, disons, je sais que c'était adressé à un public qui fréquentait les cabinets de lecture. Donc, parce qu'il a tout de suite été, je crois presque tout de suite, été publié justement sous le format 4 volumes de cabinet de lecture. Donc j'imagine que c'est des personnes qui avaient les moyens quand même de s'y rendre. Après, j'ai pas plus de précision sur ceux qui lisaient. Merci. Alors, une dernière question, et puis je propose après qu'on continue la conversation. Bonjour. En fait, c'était juste pour revenir sur la partie de campagne de Maupassant qui me semble justement recouper le même type d'érotisme. Parce que quand tu disais que justement c'est dans les endroits touffus, et justement à un moment donné les deux jeunes gens, donc Henriette qui est une fille de boutiquier et le canotier, donc s'enfonce après une partie de barque dans un endroit qui est considéré comme une chambre et qui est touffu à l'écart, donc à la fois de la société et des regards bien sûr. Effectivement, et là pour le coup la transgression elle est totale, mais elle est donnée dans une ellipse parce qu'il y a cette fameuse ellipse avec le rossignol. En fait, il décrit le chant du rossignol qui s'égosille en pamoison diverses et variées, mais en fait il décrit l'acte sexuel. Et de l'autre côté, pour ses parents Henriette, il y a le même côté un peu satirique par rapport justement à un érotisme un peu en fait voilà, qui passent leur journée à boire et à avoir très chaud, etc. Mais en même temps l'érotisme des deux jeunes gens lui est vraiment pris dans ce cocon et pas du tout, et je me dis que ça pouvait être intéressant de peut-être comparer. Effectivement, quand j'avais lu une partie de campagne, je me suis dit est-ce que c'est une pratique courante, puisque Henriette elle n'est pas encore mariée et pourtant elle transgresse avec le canotier. Donc c'était juste, c'est pas vraiment une question, c'était juste un ajout. Et je pense que ça pourrait être intéressant par rapport à l'érotisme et au côté la partie de campagne qui est un peu en retrait de la société et qui permet justement la transgression.
Et après, la parenthèse se referme, 2 mois après, elle se marie, et puis c'est terminé. Ouais. Ouais. Donc je pense que ça pourrait être bien. Oui, non, c'est vrai, parce que je l'ai prise aussi dans mon corpus, la partie campagne de Maupassant, et aussi son autre petit recueil là, qui s'appelle Bourgeois, Bourgeois dans les environs de Paris, Dimanche un bourgeois de Paris, pardon. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la partie de campagne, en plus, on retrouve le même schéma narratif. Le début, ça commence avec le trajet, ensuite il y a le déjeuner, et ensuite il y a du coup la petite promenade, et puis la promenade jusque dans les bosquets touffus. Et le lien aussi entre les deux, c'est le fait que justement pour la jeune fille et le jeune homme, c'est le moment justement d'une parenthèse, enfin, où ils ont des vrais sentiments quand même. Et chez Paul de Kock, justement, la jeune fille va toujours se rappeler de ce moment de bonheur qu'elle a vécu dans le bois de Romainville, alors qu'elle va être forcée d'épouser quelqu'un qu'elle n'aime pas, et dans Maupassant, c'est pareil. Ouais. Et je pense que, parce que Zola aussi a des épisodes de parties de campagne, et je pense que oui, il y a une espèce de filiation comme ça à créer entre les auteurs.